abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez correctement? Bienvenue dans ce dernier numéro d'Abonnez-vous Matin de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son, est-ce que vous avez entendu le générique, voilà, est-ce que tout fonctionne? Écoutez, peut-être que tout fonctionnera pour cette fin d'année, ce serait vachement sympa, incroyable, tout fonctionne. On est Nice. en direct des bureaux de Mediapart, comme d'habitude pour cette émission de 10h à midi. Première partie avec notre invité du jour et deuxième partie revue de presse. Je vous rappelle que la chaîne Twitch de Mediapart n'est pas monétisée, il n'y a pas d'abonnement. Le seul abonnement, c'est celui à Mediapart, bien évidemment. Vous connaissez la chanson? Abonnez-vous. Voilà, le petit abonnez-vous édouillesque du matin. Je suis aujourd'hui avec Jane, salut. Salut, salut. Jane, tu es journaliste jeux vidéo. Je te reçois aujourd'hui pour parler représentation et racisme dans le jeu vidéo notamment, mais on va parler de tout un tas d'autres choses. On parlera peut-être même du Game of the Year de cette année dont on a beaucoup aussi parlé. On peut t'entendre aussi chaque semaine sur RFI pour Bienvenue dans le Game, ta chronique jeux vidéo. Et tu également une des cofondatrices du collectif Afrogameuse qui travaille pour la représentation des minorités dans le jeu vidéo. Est-ce que j'ai oublié des choses? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, et ta chaîne Twitch aussi d'ailleurs. Oui, bah alors, Twitch du dimanche, hein, Twitch du tranquillement. dimanche. Bah c'est très. Attends, je vais quand même faire un petit shoot-out. Oh, c'est mignon. Voilà, le petit shoot-out si j'arrive à faire la bonne commande. Voilà, et c'est Invisible Jane, ton C'est ça, avec un underscore entre les deux. aussi appelé. Ah, l'erreur fatale, il a mis invisible. Non, c'est invincible. Mais j'ai l'habitude, quand c'est pas invincible, c'est invisible que les gens mettent, tu vois. C'est bon, Yes, c'est la bonne ça chaîne. fonctionne, merci. C'est la bonne chaîne. Voilà, vous pouvez aller suivre Jane sur sa chaîne Twitch également pour voir un petit peu du jeu vidéo, enfin du stream jeu vidéo un peu plus classique évidemment, et toujours très sympa. Donc tu co-animes aussi, bien sûr, c'est ce que je voulais dire en premier lieu, l'émission Disculture qui en est à son deuxième numéro là, si je dis pas de bêtises, qui est sorti sur Histoire Crépue, sur Histoire sur Crépue. la chaîne YouTube d'Histoire Crépue, mais à la base c'est une émission que j'avais lancée justement sur ma chaîne Twitch, et on va dire que c'est le deuxième épisode sur plateau qu'on fait, mais sinon j'ai 2 épisodes déjà que j'avais fait en ligne tranquillement depuis chez moi. Ok, donc 4 épisodes. J'invite les gens à aller voir. C'est sur YouTube, sur la chaîne donc d'Histoire Crépue là pour les 2 derniers épisodes. Ouais. Tu co-animes l'émission et tu reçois des invités, des chroniqueurs. Vous parlez justement de représentation dans le jeu vidéo. Ça dure environ une heure et quart. Ouais. C'est super intéressant pour comprendre un petit peu tous ces enjeux et puis comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Puis globalement, là, le taf sur Histoire Crépue, il y a aussi pas mal de choses intéressantes à aller regarder. Bon, là, on a fait le tour. Alors, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de ce qui t'intéresse, c'est-à-dire la question des représentations dans le jeu vidéo. On parle d'un média qui a longtemps été brandé pour les personnes blanches, pour les hommes, en Occident, ce qui est quelque chose qui est aussi assez peu souvent analysé comme un média culturel et plutôt comme un produit commercial. Comment tu t'en es venu, toi, à t'intéresser à ces questions et quel est le regard que tu portes là sur l'industrie du jeu vidéo? En fait, moi, je me suis intéressée au sujet simplement parce que je suis joueuse. Et puis surtout, je joue depuis mon enfance. Genre, moi, je suis née au Togo, donc Afrique de l'Ouest. J'ai grandi au Bénin. Et en fait, j'ai découvert, on va dire, un aspect du jeu vidéo plutôt plus narratif, avec des personnages et tout, en rentrant de l'école primaire au Bénin. Parce qu'avant ça, je jouais à plein de jeux, tu vois, en ligne, genre, enfin, des jeux disponibles sur PC, Windows, des mineurs, pinball, ça, c'était la base pour moi. Donc, c'est tout ce que je connaissais du jeu vidéo. Et puis, un jour, en rentrant de l'école, je suis tombée sur un cybercafé avec mes camarades de classe. Et en fait, on s'est dit, mais c'est quoi cet endroit de fou? Il y a personne à l'intérieur, mais il y a voilà les ordis. Donc, on est rentré pour aller regarder. Et le proprio, trop sympa, trop cool, il nous a vraiment laissé parce qu'il y avait personne. Donc, il n'avait rien à perdre, quoi. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un des premiers jeux qui m'ont vraiment marqué, c'était Prince of Persia. Donc, genre le tout premier de 89, en fait. Oui, celui qui est en 2D, plateforme. Exactement. Et j'ai kiffé. J'avais jamais vu de jeu comme ça, donc ça m'a vraiment marqué. Et c'est ce qui a agrandi, je pense, mon intérêt pour le jeu vidéo de manière générale. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me posais déjà la question de pourquoi est-ce que en fait, je dois crever 100 000 fois et aller essayer de sauver une princesse, tu vois. Je me rappelle que je me faisais vraiment cette réflexion-là. Et puis la princesse, tu la voyais quasiment jamais et tu devais, entre-temps, te faire mal, quoi. Ouais. Et le concept m'intriguait. Je pense que c'était l'une des premières fois où je me posais cette question-là. Et après, en grandissant, la question de la représentation, elle est arrivée aussi quand je suis arrivée en France. Et là, j'ai découvert les jeux en ligne, où j'ai découvert la toxicité avec les petits astérix. Et en fait, moi, je passais une grande partie quand même de mon temps
de joueuses en ligne. Ça m'empêchait pas, tu vois, je sais pas, d'être sociable, d'avoir une vie normale, tu vois. Pour moi, il n'y avait pas d'enjeu quelconque. Mais je me faisais donc pas mal de potes en ligne, notamment sur du League of Legends, des trucs comme ça, des jeux comme Ion, Neverwinter. Euh, et en fait, j'ai une anecdote par rapport à ça qui, je trouve, reprend bien une des expériences que j'ai eues. C'est que je me faisais des potes français, du coup, avec qui on jouait régulièrement. On était en vocal, voilà, on s'appelait tout. Et un jour, on se dit, bah, vas-y, on va se passer les Facebook de chacun et chacune, quoi. Et puis, on regarde la tête, les visages de tout le monde. Et quand c'est mon tour, c'est genre silence, choc, on sait pas trop pourquoi. Évidemment, tous les autres étaient des mecs blancs, moi je m'y attendais, avec aucun souci, tu vois. Et quand c'est tombé sur moi, en fait, ouais, c'était une surprise générale. Ah ouais, ah mais t'es noire, mais je pensais pas, parce que t'as pas la voix d'une meuf noire, quoi. Ah mais non, mais toi, ta voix, elle est douce et compagnie, donc j'imaginais pas ça de toi. Je dis, mais c'est quoi l'image que les gens ont, en fait, ou se font des joueuses de manière générale et d'une personne noire de manière générale aussi. Et ça a été vraiment un des premiers moments où je me suis dit, il y a un vrai souci parce que trop de fois, on me rappelle que je suis pas censée être là, tu vois. Donc avec ce type de commentaires-là, pour des gens avec qui je m'entendais bien en plus. Ensuite, c'était des commentaires sexistes, racistes que j'ai pu avoir aussi en ligne parce que je jouais soit je jouais un des rares personnages noirs, ou alors j'avais un pseudo à consonance noire aussi, entre guillemets. Genre, à un moment, je m'appelais Cyborg Ebony Babe, tu vois, parce que j'ai envie, quoi. Des trucs comme ça. Et tu vois que c'est ce genre de sujet qui m'a forcé, en fait, à prendre en compte la thématique de la représentation des joueuses noires elles-mêmes, déjà. Et puis après, il y a le sujet de in-game, comment ça se passe en jeu, les représentations elles-mêmes. Et effectivement, j'ai vu une vraie absence tu vois, de personnages qui me ressemblent et tout. Et en fait, j'en ai d'autant plus pris conscience quand il y a eu un personnage qui, on va dire, me ressemblait un petit peu, qui est sorti. Et là, je me suis dit, ah, ça m'a vraiment fait un truc. Et je me suis rendu compte aussi de l'impact, tu vois, que ça pouvait avoir sur moi derrière. Parce qu'il y a deux dimensions, effectivement, pour expliquer. C'est effectivement le côté dans le jeu, donc les représentations des personnages avec lesquels on va jouer, les avatars qu'on va avoir, et il y a la question de la représentativité et de l'inclusion des joueurs et des joueuses. Exactement. Et même un autre niveau qu'on évoquera peut-être après, c'est la question dans les personnes qui fabriquent les jeux vidéo. Exactement. Aussi. On a en fait tout un niveau, et en fait c'est évidemment lié forcément sur les œuvres qui sont produites. Mais ce que tu me racontes, c'est en fait ta rencontre avec le monde du jeu vidéo et cette... j'ai pas envie de dire prise de conscience, mais cette idée qu'il y avait un problème dans les communautés de jeux vidéo, ça pose aussi la question de l'avatar. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de témoignages de femmes racisées ou non, qui disaient qu'en fait, elles s'en étaient venues à jouer avec un avatar d'homme, justement pour éviter ces problèmes-là et pour ne pas être confrontées à du racisme en jeu. C'est aussi une question qui est en lien à la fois avec l'intérieur du jeu, mais aussi avec la communauté. De fou, en fait, on est plein. Beaucoup de femmes, racisées ou non, vont effectivement jouer des personnages, ou plutôt, en fait, ça va plus se jouer sur le pseudo que tu vas utiliser, ton alias en ligne. Tu vas essayer d'être la plus neutre possible pour que justement on te renvoie pas à ton genre. Parce que si, et ça on le sait surtout dans les jeux en ligne, hein, si on te renvoie à ton genre, on va te sous-estimer, on va estimer que tu es moins forte, qu'on va pas jouer avec toi ou qu'on va perdre la game. En fait, c'est plein de trucs comme ça qui te font dire, en fait, qu'est-ce que je fous là à la base? Parce que à la base, tu sais, tu joues aux jeux vidéo, je sais pas, pour t'évader, pour passer un bon moment et compagnie, et on te renvoie ça à la figure sans même t'avoir vu jouer tout court. Et puis, sur la question de la race et de l'origine, il y a aussi ce que je disais, moi je me suis appelée Cyborg Ebony Babe, ça suffisait apparemment pour recevoir des insultes racistes. Et après, sur la question des avatars, c'était d'autant plus flagrant que il y avait pas, tu vois, beaucoup de personnages racisés dans les jeux vidéo. Donc quand il y en avait, j'étais assez content quand même qu'il y en ait. Puis toi, tu les joues, tu te reprends le revers de la médaille derrière de te faire insulter parce que tu as choisi ces personnages-là, quoi. Alors que, je sais pas, un mec blanc lambda qui joue ce genre de personnage-là, lui, il va pas y réfléchir à tout ça. Mais t'as aussi cette charge mentale, quelque part, de te préparer à ça, tu vois. Oui, c'est vrai que moi, quand je prends un personnage en jeu, je me dis c'est un personnage qui me plaît, mais là, t'as aussi l'idée de se dire, en fait, si je prends tel ou tel personnage, il y aura telle ou telle réaction de mes coéquipiers éventuellement. Mais il y a plein de meufs qui arrêtent de jouer ou qui ne jouent plus du tout en ligne pour justement éviter toutes ces choses-là.
C'est ce que dit Sisik dans le chat. Déjà, juste le fait de devoir anticiper le comportement des gens en choisissant son pseudo/personnage est déjà une charge mentale, effectivement. Et donc, on a la question, on parle beaucoup du jeu en ligne, et du coup, tu as des liens en direct avec la communauté, mais ces questions, aujourd'hui, sont très présentes, y compris dans le jeu solo, où on a eu depuis longtemps un média qui était brandé pour les hommes blancs d'Occident, avec des personnages féminins forts et des personnages racisés qui étaient très rares, parfois souvent stéréotypés. Et aujourd'hui, la chose, c'est qu'on a aussi une politisation de plus en plus forte de la part des conservateurs, qui vont avoir une réaction extrêmement forte à toute tentative d'avoir un petit peu de diversité dans le jeu vidéo. T'as vu ça émerger toi aussi Bah oui, on n'a pas trop le choix. On a tous et toutes vu passer, malheureusement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement propre aux jeux vidéo. Et c'est là que tu te rends compte que c'est surtout lié aux tendances, on va dire, de notre société de manière générale. Le jeu vidéo est politique, tout comme les autres médias, tu vois, et ils investissent aussi ces médias-là, les mouvements d'extrême droite de manière générale. Et on a pu le voir avec... on s'appelle La Petite Sirène, quand le film est sorti, que les gens se sont révoltés parce que pourquoi une sirène, littéralement une femme poisson, est noire, alors même que si tu regardes un petit peu plus loin, ce personnage-là, à l'origine, était blond déjà, elle n'était pas rousse, tu vois, dans les premières adaptations, et elle a changé, et les gens comprennent pas le principe de la réadaptation avec le temps. Et il y a plein d'exemples comme ça qui nous ont montré que les gens essayent effectivement de gagner une bataille culturelle sur les représentations dans les jeux. Et ça en dit long sur où on en est globalement dans notre société, je pense. Parce qu'avant, ça, si on prend l'exemple de jeux qui sont hyper connus, hyper mainstream, récents ou moins récents, genre Assassin's Creed, qui est quand même, tu vois, un mastodonte du jeu vidéo. Avant, ils avaient aucun problème, genre, à faire des jeux qui vont, par exemple, mettre en avant des personnages noirs, même si c'était toujours dans le cadre de c'est des esclaves ou des anciens esclaves qui vont se libérer, qui vont se battre pour regagner leur liberté, etc. Ils le faisaient quand même. Mais là, récemment, les équipes d'Assassin's Creed ont décidé d'annuler un jeu qui devait à la base reprendre un personnage anciennement esclave qui combat le Ku Klux Klan. Et en fait, ils ont dit, bah non, en fait, on va pas faire ce jeu parce que ça va trop créer de polémiques, il y a trop de tensions. Mais en vérité, pour moi, ils ont peur des racistes, des fachos, en fait, de manière générale, parce que Donald Trump aux États-Unis est en train aussi de mener des politiques hyper conservatrices, en fait, et anti-diversité, anti-représentation aussi dans le jeu vidéo, quoi. Oui, puis ces polémiques-là, elles vont très 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 loin. Hein. J'ai quelques exemples en tête, mais je me souviens du jeu Wolfenstein où les gens étaient outrés qu'on puisse tuer des nazis. Là, c'était même pas une question de représentation. Et sur les questions de représentation, on est même sur des demandes de modification physique des personnages féminins dans le jeu vidéo. Quand il y a un duvet, on dit il y a des poils, c'est scandaleux. Il y a pas assez de poitrine, etc. Ça, c'est des demandes qu'ont des communautés conservatrices de joueurs et qui font pression sur les studios pour des modifications physiques. Oui, c'est une dinguerie. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a des gens qui en font leur mission, tu vois, personnelle, d'aller eux-mêmes faire des modifications sur des personnages féminins, des personnages racisés. Ils vont les blanchir, ils vont faire en sorte qu'elles paraissent plus féminines, entre guillemets. C'est vrai que tu vois que ces gens-là sont un peu bousillés dans un certain sens, tu vois. Et en fait, ils supportent pas qu'aujourd'hui, il puisse y avoir un peu plus de diversité. Ce qu'ils comprennent pas, c'est pas que y a pas de grand remplacement genre dans le jeu vidéo. C'est juste que on essaye de rééquilibrer un petit peu les choses parce que nous, en tant que joueuses, en tant que personnes racisées, en tant que personnes queer, etc. En fait, toute notre vie, on a joué à des personnages qui nous ressemblaient pas forcément et c'est ok, tu vois. On a pu ou non s'identifier à eux. Maintenant, le truc, c'est aussi qu'on voulait juste de nouvelles histoires, en fait, proposer juste enrichir finalement les récits aussi dans les jeux et les représentations dans les jeux. Donc il n'y a pas de remplacement, c'est juste rééquilibré. Et à ce jour, je crois que c'est à peu près 70% des personnages dans les jeux qui sont des personnages blancs. Après, si tu vas un peu plus dans les détails des personnages avec les rôles principaux, etc., la balance elle continue d'augmenter la part d'hommes blancs masculins. Reste en fait les héros en fait encore aujourd'hui des jeux vidéo, quoi.
Puis il y a cette habituelle question aussi, en fait, c'est une question de suprémacisme, en fait, parce que il y a la blague qui a déjà été faite 1000 fois, mais qui est assez vraie, c'est-à-dire les gens ont du mal à jouer, pas de mal à jouer un dragon violet dans Spyro, ou jouer Mario, ou jouer Yoshi, mais par contre, dès qu'il s'agit d'une femme, là, il y a un blocage immédiatement, quoi. Et bizarrement, c'est toujours ces mêmes gens-là qui vont me dire non mais nous on s'en fout des couleurs, on voit pas les couleurs, mais là, d'un seul coup, tu vois, quand le personnage devient noir ou devient une femme, par exemple, en fait, d'un seul coup, ça devient un vrai sujet. L'hypocrisie est palpable. Est-ce que tu vois, toi, on a parlé du lien avec d'autres industries, avec le cinéma, avec les séries, toi, tu vois des spécificités dans l'industrie du jeu vidéo par rapport à ces questions-là, ou pas? J'ai pas vraiment l'impression qu'il... En fait, la spécificité, c'est que le jeu vidéo, c'est le média le plus populaire aujourd'hui. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est celui qui ramène le plus d'argent aujourd'hui devant la musique, le cinéma et tout le reste. De toutes les industries culturelles, le jeu vidéo est premier. Donc en fait, il attire d'autant plus d'attention, de gens qui veulent se faire des sous. Donc il est un peu accaparé en fait par le capitalisme, forcément. Et du coup, il a beaucoup eu le vent en poupe aussi dans la période d'avant et post-Covid, tu vois. Donc, beaucoup d'intérêt. Et la spécificité, elle vient de là aussi, c'est que les fachos, les réacs, ont décidé aussi de s'accaparer ce milieu-là parce qu'ils ont bien vu que déjà la jeunesse, en fait, est présente dans les jeux vidéo. Donc, ils vont aussi chercher des votants en fait directement par là, et c'est notamment comme ça aussi que Trump avait gagné ses élections en 2016 avec J.D. Vance qui était en fait son conseiller à l'époque, et qui a continué, qui lui avait tout de suite compris que le jeu vidéo était un des terrains parfaits pour aller conquérir des nouveaux votants et rallier des gens à sa cause. Et c'est pas pour rien que aujourd'hui, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Electronic Arts, qui est un grand éditeur du jeu vidéo, est en train d'être racheté par l'Arabie Saoudite en ce moment même, et aussi par la firme du gendre de Donald Trump. Comment il s'appelle déjà? Jared Kushner. Jared Kushner, merci. Et c'est là que tu vois que, est-ce qu'il y a plus concret en fait en termes d'impact et d'influence quand tu te rends compte que quelqu'un qui est issu d'un parti politique extrêmement conservateur est en train de racheter l'une des plus grosses boîtes de jeux vidéo au monde, et ça va forcément avoir aussi un effet sur les contenus des jeux, quoi. Et c'est ça qui inquiète aussi beaucoup de gens, parce que l'idée des jeux, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est d'avoir aussi des nouveaux récits, de la diversité et compagnie. Si ces gens-là rachètent ces studios, ces éditeurs, on peut être sûr de dire bye-bye aux noirs dans les jeux, aux personnes queer, handicapées et compagnie, quoi. Mais déjà que c'est pas extrêmement représenté, parce que depuis longtemps, il y a tout un pan du jeu vidéo qui est très limite propagandiste en fait, sur des questions pro-américains. Je pense aux séries des Call of Duty par exemple, qui sont des jeux qui sont brandés vraiment pour une certaine catégorie de population et pour une image politique très particulière. On peut penser peut-être pas dans le même but, mais Resident Evil aussi, les Splinter Cell, on a parlé un peu ici, d'ailleurs il y a un article dans Mediapart qui parlait de jeux Splinter Cell, où il y avait des jeux où effectivement il fallait littéralement aller tuer des gens en Amérique du Sud ou au Proche-Orient. En fait, c'est un produit aussi de propagande qui répond à une certaine vision du monde, mais qui est moins, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais qui est moins analysé comme tel que d'autres produits culturels. Oui, parce que c'est du jeu vidéo, parce que c'est censé être fictif, et parce que c'est censé être dépolitisé en fait par rapport au reste. On l'a plus accepté aujourd'hui de voir tout type de récits, ou de récits aussi plus politisés, on va dire, dans le cinéma, les séries et compagnie, que dans le jeu vidéo. En fait, le jeu vidéo a toujours, je trouve, cette réputation de vouloir être accaparé par la tranche, on va dire, de base des gamers, qui sont censés être donc des mecs blancs, cis, hétéros, qui ont soi-disant été persécutés par le passé, parce que le jeu vidéo à la base c'était vu comme un peu un truc de personnes marginales, quoi, un peu niche. On se foutait de leur gueule parce que ils étaient renfermés sur eux-mêmes, ils estiment qu'ils ont été bullies, quoi, globalement. Et je sais plus ce que je disais avant ça. Mais c'est cette idée-là qu'il y a une espèce de discours qui est un peu lié aussi au discours incel, en fait, de dire c'est complètement ça. Vous êtes victimisé, vous êtes mis de côté, et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure en fait sur les forums. Oui, c'est complètement ça. Oui, voilà, c'est le sujet de dépolitiser le jeu vidéo. Enfin, combien de fois on a vu des gens qui ont dit non, nous on veut pas de politique en fait dans nos jeux, alors même que pendant des années ils ont joué, même Tetris est politique, quoi. Tous les jeux auxquels on joue
joue généralement véhicule un message qu'on le veuille ou non et t'as pas besoin d'avoir des humains qui soient représentés pour que ce soit le cas. Et c'est difficile de le faire comprendre et de le faire accepter parce que en vérité les mouvements politiques veulent le dépolitiser un maximum et pourtant les preuves arrivent tous les jours. On voit bien que bien au contraire ça continue de se passer quoi. Oui, c'est devenu aussi un champ de bataille politique. Hein. Les gens donnaient plein d'exemples dans le chat aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les personnages choisis. C'est littéralement vraiment de ça dont on parlait dans le dernier épisode de Disculture avec Mehdi Derfoufi, qui est un chercheur et maître de conférence. Il a écrit un livre qui s'appelle Racisme et jeux vidéo. Et il nous donnait justement des retours sur la propagande américaine en fait dans le jeu vidéo et le jeu vidéo n'y échappe absolument pas comme tous les autres médias. Et t'as Hakim qui expliquait lui notamment que il s'est déjà posé la question, tu vois, des représentations dans les jeux et des messages que ça envoyait. Et il disait que justement, lui, en grandissant, plus il jouait, plus il se rendait compte que les gens qui se faisaient buter dans les jeux de guerre, notamment spécifiquement américains, c'était souvent, au départ c'était les nazis, c'était les Russes et compagnie, après c'est devenu les Arabes. Puis il s'est rendu compte que de plus en plus, les personnages qui mouraient dans les jeux, ils lui ressemblaient beaucoup. Qui disaient, il y a clairement un problème, et c'est des constats qu'on fait de manière générale sur les jeux de guerre, dans les derniers Battlefield par rapport à l'Iran où la représentation est catastrophique, dans pas mal de jeux comme ça où tu te rends compte que le message il est hyper clair, mais parce qu'il vient du point de vue en fait des États-Unis et que c'est encore eux qui dominent l'industrie. Il se passe un petit peu la même chose là maintenant pour côté Chine, où la Chine commence à faire des très très gros jeux et surtout qui commencent à devenir mainstream parce qu'ils ont toujours fait des jeux, mais là ils commencent à avoir d'autant plus de visibilité et ils misent justement sur le fait de diffuser leur propre culture, comme dans un jeu comme Black Myth Wukong qui revient justement sur les mythologies chinoises. Donc il y a un vrai outil, une vraie instrumentalisation aussi du jeu vidéo en tant qu'outil de soft power pour les États en fait. C'est ça qu'on voit. Oui, on voit effectivement ça. On va en reparler, on va parler de clair-obscur tout à l'heure. Hein. Je pense que ça concentre pas mal de choses aussi. Effectivement, le jeu vidéo comme outil de soft power. Et par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on disait sur les films de guerre peut-être dans les années 90-2000, en fait, ces remarques-là sur la vision très blanche, très américaine, etc. J'ai l'impression que le jeu vidéo a pu s'en tirer pendant un petit peu plus longtemps, qu'on a pu laisser passer des choses qui peut-être dans les films mainstream en tout cas paraîtraient moins acceptables. Je sais pas si t'as cette impression-là aussi par rapport aux jeux vidéo. Je sais pas, parce que ça reste un secteur relativement jeune, tu vois, par rapport encore au cinéma. Il y a eu pas mal de choses qui ont été plus ou moins acceptées. Tu sais, il y a eu aussi aux États-Unis notamment une loi qui est passée qui demandait à ce que les jeux vidéo en gros ne bénéficient pas de censure, que tu peux dire en gros tout ce que tu veux dans les jeux vidéo et quelle que soit la thématique, tu seras jamais censuré par rapport à ça. Et je trouve que ça en dit long aussi sur, quelque part, la liberté de vouloir créer tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut réellement, tu vois, laisser... C'est une vraie réflexion, en vrai. Est-ce qu'on peut réellement laisser qui on veut dire ce qu'ils veulent à travers les jeux? Il y a des jeux, et c'est ça, encore une fois, qui est intéressant, parce que je reviens sur l'hégémonie américaine et notamment russe. Les Russes aussi ont essayé de faire ça pendant un moment. Ils ont fait pas mal de jeux où tu les voyais aller tuer des soldats africains, je sais pas où, mais c'était vraiment le but du jeu. C'est tu viens et tu extermines une population africaine sans leur demander quoi que ce soit. Il y en a d'autres où le racisme est beaucoup plus flagrant, où tu fais ça évidemment en les insultant avec le N-word, des choses comme ça. Enfin, finalement, c'est pas que les États-Unis, tu vois, c'est aussi la Chine, c'est aussi la Russie. On a moins vu ça en France, je trouve. En tout cas, je suis tombée sur beaucoup moins d'exemples plus flagrants comme ça. Mais en France, c'est plus, j'ai l'impression, sur des thématiques vraiment liées à la place et aux représentations des femmes aussi dans le jeu vidéo que peut-être, on va dire, la persécution ou l'oppression d'autres peuples différents, quoi. Ça m'évoque aussi l'idée que pour les gens qui joueraient peut-être un peu moins, en fait, c'est une industrie très diverse. On a des énormes jeux AAA, qu'on appelle des AAA, donc des jeux vraiment qui coûtent beaucoup d'argent, qui mobilisent des grandes équipes, mais aussi possibilité pour une petite équipe de développeurs, voire pour une personne seule, de sortir un jeu vidéo. Et on a effectivement régulièrement des polémiques, notamment sur la plateforme Steam, où on peut trouver tout un tas de jeux,
de jeux qui sortent et qui sont en fait des jeux racistes, antisémites, misogynes, enfin tout ce que tu veux. Il y a toute une espèce de sous-catégorie un peu obscure de jeux qui sont des messages politiques extrémistes en fait qui sortent aussi. Et souvent ils sont américains d'ailleurs. Il y avait un jeu là, je sais pas si tu as vu passer, No Mercy, ça s'appelle. J'en ai entendu parler, mais je sais pas de quoi il s'agit exactement. En gros, c'est un mec qui a fait ce jeu tout seul dans son coin et qui c'est un jeu où globalement tu joues un mec qui va en vouloir à sa mère, qui va violer en fait sa mère, qui va faire de inceste, viol et compagnie, tout ça à la fois, et bien sûr qui va la mettre dans une position hyper dégradante, mais tout ça avec sa mère, quoi. C'est aussi ça qui est assez fou, je trouve. Et c'est un jeu qui était complètement passé sous les radars de Steam, qui l'a laissé exister au calme, jusqu'à ce que, encore une fois, des associations, des organismes, des collectifs aient pris eux-mêmes la décision d'aller déposer plainte, alerter Steam, etc., quoi. Mais c'est là que tu dis, leurs outils de modération de base, qu'est-ce qu'ils foutent en fait. Et c'est pas les seuls, il y en a plein des jeux comme ça qui ont été retoqués uniquement après qu'on les ait alertés, mais sinon Steam, soit ils avaient pas vu, soit on peut aussi en déduire qu'ils s'en foutaient. Oui, qui sortent un maximum de jeux puis qui laissent tout passer. Parce que le capitalisme. Ça tombe bien, il y a Poum dans le chat qui dit, je sais que vous en avez parlé dans l'émission Disculture, c'est Resident Evil 5. Ça m'amène aussi à une autre question, parce qu'on a beaucoup parlé de questions d'un média très blanc, très occidental, mais le jeu vidéo a aussi cette particularité d'être un média où il était très présent en Asie, et c'est des jeux vidéo qui se vendent un peu partout dans le monde. Tu parlais de la Chine qui devient de plus en plus internationale, mais le Japon depuis longtemps vend des jeux qui sont qui ont beaucoup de succès partout dans le monde et n'échappent pas non plus à ces questions de représentation. Est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu? Oui, mais l'Asie c'est un vrai sujet. J'ai une anecdote, c'est que c'était quoi? Il y a quelques mois, j'avais fait une chronique justement pour Histoire Crépue où je parlais du jeu Tekken. Donc c'était dans Tekken 8 où ils ont sorti en gros un nouveau personnage issu de Madagascar. Tekken qui est un jeu de combat. Donc Voilà. C'est la première fois qu'en fait Madagascar était représenté dans un en fait, et même globalement dans les jeux de combat ou dans les jeux tout court, tu vas très rarement voir des malgaches, quoi. Donc évidemment, les malgaches étaient hyper contents, trop bien, un personnage malgache sort. En fait, il se trouve que donc, dans la chronique que j'ai faite, j'ai un peu analysé le perso. Évidemment, elle n'a pas échappé à l'hypersexualisation parce que comme on est dans des jeux de combat, tu sais, c'est limite devenu un classique, personne n'y échappe. Personnage féminin, jeu de combat, elle est seins à l'air et compagnie, hyper sexualisée à fond. À tel point qu'il y a des jeux comme Dead or Alive qui ont vraiment joué ouvertement là-dessus. Et c'est comme, enfin, ils jouent là-dessus et ils se disent que c'est ce qui plaît et que c'est ce qui va attirer l'attention et leur faire gagner des sous. Et par rapport au personnage qui s'appelle Miarizu, en fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que perso est censée être à peine majeure, tu vois. Elle a entre 17 et 18 ans. C'est un personnage qui est à peu près bronzé, peau mate, parce que le sujet de l'ambiguïté ethnique, c'est un vrai sujet dans le jeu vidéo aussi. On n'assume pas, ou on assume très peu de faire des personnages qui ont une peau foncée, par exemple. Parce qu'on estime que, en fait, si on veut correspondre et vendre en Occident et dans le reste du monde, en fait, ça correspond pas au canon de beauté occidentaux mainstream, quoi. Moi, j'ai affiché là pour que les gens voient un petit peu. J'avais peur d'afficher une image en me disant qu'on va se faire striker, mais voilà. Ben voilà, Miarizu, tu vois, elle est sympa dans le design et compagnie, mais tu peux te poser la question, est-ce qu'elle a l'air malgache, tu vois, déjà, de base. Parce que moi, quand je fais une recherche Google jeune femme malgache, en fait, je tombe sur plein de variations de couleur de peau, de cheveux et compagnie. En fait, quand tu la regardes, si tu lui mets une couleur de peau plus claire, elle passe pour un personnage asiatique lambda, tu vois. Et moi, ce qui m'a fatiguée un petit peu dans tout ça, genre, ce que je trouve qui est encore pire, c'est qu'en fait, Bandai Namco qui fait Tekken, ils sont allés à la Madagascar, ils ont parlé avec la communauté sur place. Madagascar a une vraie histoire en termes de représentation des guerrières malgaches qui ont fait des trucs incroyables. Et ils ont fini par faire un truc comme ça. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Ils auraient pu rester à la maison, en fait, et je sais pas, faire une visio pour en discuter à la limite. Mais si c'est ça le résultat pour avoir le personnage malgache dans Tekken qui est en bikini, parce que, évidemment, pour faire des arts martiaux, elle est obligée, tu vois. Je sais pas à quel point ça l'aide, mais
Je trouvais ça intéressant. Les cheveux sont lisses, c'est pas forcément la meilleure ou la représentation la plus directe, ou en tout cas évidente, je pense, d'un personnage africain, malgache et compagnie. C'est en termes de vêtements et même les bijoux qu'elle porte. Enfin, elle est pieds nus, elle fait des arts martiaux inspirés de différents animaux, et je sais que c'est un truc qui revient aussi pour pas mal d'arts martiaux différents, mais il y a plein de questions comme ça que tu peux te poser. Tu te dis, bon, ils vont pas chercher bien loin, et en vérité, leur idée, c'était pas vraiment de représenter Madagascar. C'était juste un prétexte pour faire un nouveau personnage et se dire, regardez, on a fait un truc, regardez, il y a l'Afrique dans le jeu vidéo, mais en fait, la recherche, elle est hyper limitée, quoi. Ouais. Et tout ça, c'était pour dire, je trouve qu'elle concentre justement pas mal d'éléments en ce qui concerne les représentations dans les jeux japonais. Un vrai sujet sur l'ambiguïté ethnique, le whitewashing aussi, sur le sujet de ne jamais vouloir en fait mettre en avant des couleurs de peau plus foncées. Whitewashing, c'est-à-dire remplacer des personnages qui devraient être noirs par des personnages blancs, ou C'est transformer ça. des personnages noirs en personnages blancs. Il y a eu un cas C'est dans ça. Final Fantasy d'ailleurs. Il y a eu ça, voilà, avec Barrett, notamment dans les affiches marketing de Barrett dans Final Fantasy, qui au fur et à mesure était de plus en plus blanc. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et c'est intéressant aussi parce que quand tu compares la personnalité de ces personnages féminins par rapport à des personnages masculins, dans ma chronique, j'ai pris un exemple de Tekken 8, où tu as aussi un personnage français. Comme il s'appelle, c'est Vincent Cassel qui fait ce personnage-là, d'ailleurs, au Tekken 8. passage. Ouais, French character. Victor Chevalier. Exactement. Et il ressemble un petit peu, en plus, à Vincent Cassel. Je me dis... Alors lui, il arrive à se battre avec des vêtements, par contre. Exactement. Il a des vêtements. Est-ce qu'on a été chercher dans le cliché, en fait, pour lui? Quand tu le vois comme ça, tu te dis pas forcément il est français. Il est en costard, il porte des lunettes, il se bat avec un sabre. Tu te dis pas, oh, il est français, tu vois. Alors que elle, on lui a mis de la vanille de Madagascar dans les cheveux, histoire de dire, regardez, elle est malgache, en mode ça. Comme ça, il n'y a pas de doute. C'est juste pour dire que si on veut aller dans un truc un petit peu recherché, on peut le faire. Mais les personnages féminins et notamment racisés dans les jeux vidéo asiatiques, ils n'ont pas ce luxe-là, je trouve. Oui, j'ai l'impression par rapport à ce que tu dis qu'on est passé d'un moment où on ne se posait pas du tout ces questions-là à un moment, en fait, l'inclusion devient juste un argument marketing sans avoir de retombées concrètes, en fait. Ben c'est complètement ça. Et le pire, c'est que il y a plein de personnes malgaches qui sont hyper heureux d'avoir ce personnage-là de Miarizo. Et moi, je les comprends. Hein. Je les comprends, mais en même temps, tu te dis, quand tu as tellement peu de représentation, en fait, tu te satisfais quelque part de ce qu'on te propose. Toi, tu te dis, OK, bon, c'est une première étape, on va aller plus loin et compagnie. Mais moi, je ressens, quand j'ai fait cette chronique sur ce personnage-là, j'ai reçu en fait une vague de harcèlement. Et c'est ça qui m'a le plus choquée, c'est que je me suis dit, ok, les gens, ils veulent pas analyser cette thématique-là sous prétexte que c'est du jeu vidéo, en fait. Et sous prétexte que c'est pas censé être politique, et que c'est un jeu de combat, et que c'est normal. C'est devenu normal pour eux, et ils ont pas envie aussi de réfléchir et d'aller plus loin là-dessus, quoi. Un autre jeu qui a été évoqué dans le chat et avec lequel je voulais venir, tu m'as vu sortir la page et vous en avez aussi parlé dans l'émission, c'est le cas Resident Evil 5. Alors ça commence à dater, hein, ça fait une bonne quinzaine d'années que c'est sorti, mais je me souviens que déjà à l'époque il y avait eu une polémique, ce qui n'était pas hyper courant dans une polémique sur les questions de racisme dans le jeu vidéo, c'était pas quelque chose de courant. Et là il y avait une polémique parce qu'en fait, pour situer un peu ce Resident Evil, donc qui est le 5e volet comme son nom l'indique, qui se déroule en Afrique, et il se trouve que c'est un des jeux mainstream encore aujourd'hui où il y a le plus de personnages noirs, mais il se trouve que ce sont des zombies et que tu incarnes un Américain blanc qui doit tuer ces zombies. Et donc ça, ce jeu, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu un exemple que tu prends souvent avec un espèce de pierre angulaire des questions de représentation de racisme dans le jeu vidéo, quoi. Et en plus, on est toujours sur des jeux vidéo japonais. Exactement, ouais. Resident Evil 5 cristallise aussi, je trouve, pas mal de choses à ce niveau-là. En fait, en principe, tu dis par rapport aux autres Resident Evil 5, aux autres jeux Resident Evil, où effectivement, voilà, les zombies sont dans plusieurs régions du monde et compagnie. Mais il y a des façons de faire justement pour ne pas tomber dans des représentations racistes, colonialistes, etc. Et c'est vrai que quand tu prends cet exemple-là, ça a déjà un poids. Pourquoi ? Parce que le passé colonialiste existe.
tu vois. Et du coup, forcément, les gens qui se sentent plus ou moins concernés ou qui connaissent l'histoire, ils voient cette représentation et ils se disent ouais, moi ça me dérange. Ou alors si ça avait été fait autrement, tu fais en sorte que peut-être que ce soit pas un mec blanc qui vient défoncer des Africains, tu vois. Tu fais en sorte, et là c'est ce qu'ils ont fait, d'avoir le personnage de Sheva Alomar qui l'accompagne, mais c'était un peu le prétexte pour eux. C'est un personnage qu'ils ont utilisé pour se dire regardez, c'est pas juste le mec blanc occidental qui vient sauver, il vient avec une locale, sauf que la locale en question, encore une fois, dans sa propre présentation, c'est du whitewashing, de l'ambiguïté ethnique. Tu devines pas, en fait, juste en la voyant, que la meuf est kenyane. Je vois beaucoup de similitudes avec le design du personnage Oui, de Tekken. c'est redondant, et tu vois que c'est un pattern, en fait, qui revient plusieurs fois. Très très rares sont des personnages créés par des Asiatiques dans les jeux vidéo que tu vas retrouver, qui vont réellement ressembler à ce qu'on imagine de manière mainstream être une personne africaine, noire dans les jeux vidéo. Et les gens, ils vont toujours le justifier par oui, mais c'est du marketing, oui, mais c'est pour vendre, oui, mais c'est... Mais en fait, si on ne reste que là-dessus, elle est kenyane et ça se passe à Haïti. Non, je crois que ça se passe au Kenya. Ça se passe au Kenya. Le jeu se déroule ils disent en Afrique. Alors, Oui. Oui, parce que l'Afrique, dans les jeux vidéo, c'est encore un autre sujet. L'Afrique, c'est toujours des terres de désolation, c'est toujours la guerre, c'est toujours la famine. Tu vas avoir très très peu de personnages africains c'est pas emblématiques. Détaillé. Peut-être sur la page en anglais, ce sera détaillé. Ouais, peut-être. Non. Mais il me semble que c'est West en Africa. Kenya. Afrique de l'Ouest. Kijuju, évidemment, bien sûr. Donc il n'y a pas de précision du pays, en tout cas. Moi, il me semble que c'était Kenya, mais Haïti, je peux me tromper. Non, c'est pas Haïti. Ouais. Mais oui, non, Resident Evil, ça aurait pu être justement un prétexte pour essayer de faire quelque chose de plus recherché. Mais les polémiques que ça a créé derrière cristallisent le fait que les gens en ont quelque chose à faire de la manière dont on représente les mondes et surtout les régions existantes. Ils font forcément un parallèle à la réalité, en fait. Je propose qu'on passe un petit peu à ce que tu fais avec l'association Afrogameuse, parce que c'est un travail aussi sur ces questions de représentation, et pas seulement de représentation des personnages de jeux vidéo, mais aussi un travail avec les équipes qui fabriquent ces jeux vidéo, parce que c'est quand même un peu je vais mettre la page d'accueil. Si on arrive à voir la page d'accueil, je pense qu'on la voit partiellement. On voit les actualités, peut-être que les gens verront un petit peu plus, voilà. Ça date, les actus. Les actus de juillet, bon ça va, il y en a une actu en juillet. Ouais, ça passe. Donc une association qui a été créée en 2020, et vous faites donc ce travail sur la mixité, la diversité, l'inclusion dans le jeu vidéo, mais donc là on a beaucoup parlé de représentation des personnages, et au fait vous travaillez beaucoup sur en fait les équipes, les joueuses, en fait tous les humains qui participent à l'industrie du jeu vidéo. Comment ça s'est créé cet asso, et qu'est-ce que vous faites ? Alors, en gros, donc j'ai cofondé l'association en 2020. À l'époque, j'habitais en Allemagne. J'avais déjà eu toute ma période adolescente où j'ai vécu la toxicité, etc. Et en fait, en 2019-2020, c'est une période où j'étais au chômage en Allemagne. Covid, enfin, tu vois, tout prétexte à réfléchir, je crois. Et puis beaucoup jouer aussi. Donc je rejouais énormément, et puis je me suis rendu compte que entre ma période d'adolescence et l'âge adulte, où tu vois, j'étais quand même une femme adulte bien installée, tout ça, rien n'avait changé sur la toxicité. Et que j'avais toujours les mêmes questionnements sur pourquoi t'es là en fait, qu'est-ce que tu fous là en tant que meuf racisée. Et j'avais lancé un blog aussi à l'époque, en me disant que j'avais envie de parler de jeux vidéo, mais je me sentais pas trop légitime à le faire. Et pourtant, je jouais, tu vois, depuis mon enfance. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver des femmes noires qui peut-être ont vécu, qui peuvent en tout cas témoigner sur leur expérience avec le jeu vidéo. Et du coup, je me rappelle que j'ai fait un taf de recherche assez fou. Je suis allée sur les forums, les réseaux, enfin partout où je pouvais, parce que j'en avais pas autour de moi en fait, des meufs qui me ressemblaient, qui jouaient aux jeux vidéo, et je pouvais pas les trouver juste en jouant ou en allant sur un jeu quelconque, parce que l'anonymat en ligne. Et en faisant ça, j'ai eu 4 personnes qui m'ont répondu et qui ont bien voulu faire une interview sur mon blog. Et elles venaient de Madagascar, justement, des Pays-Bas, des États-Unis et du Canada. J'ai pas trouvé de française à l'époque.
je trouvais que ça en disait long, quoi, déjà sur mes recherches et sur l'état des lieux sur cette thématique-là. Et en fait, avec leurs témoignages, elles m'ont toutes expliqué qu'elles ont toutes vécu la même chose que moi, à savoir la toxicité, le sexisme, le racisme, et en fait, cette expérience intersectionnelle qui en fait était invisible en ligne. On parlait déjà à l'époque de sexisme, de misogynie dans le jeu vidéo et tout, mais alors sur la thématique de la race, moi j'avais jamais vu quiconque prendre la parole là-dessus, et c'est pour ça que je voulais vraiment euh, commencer à en parler à travers le prisme d'autres femmes, quoi. Du coup, avec cet article-là, moi, à la base, je faisais mon taf. J'avais fait des études à la base en communication digitale et tout. Donc, je sais très bien comment mettre en avant ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, avec mon blog. Et puis, bizarrement, ça avait un peu attiré l'attention des médias. Je me suis dit, bon, bah, OK, on va en parler, quoi. Et comme j'ai reçu tellement de témoignages de gens qui se sont vus, qui trouvaient ça incroyable d'aborder ces sujets-là, j'ai décidé d'en faire une asso pour justement faire en sorte que déjà de créer une communauté, parce que moi je me sentais seule en fait en tant que joueuse, donc je voulais juste trouver des gens avec qui jouer aussi à la base. Et puis après, l'idée c'était vraiment de monter une asso pour essayer de faire évoluer l'industrie de l'intérieur, pour mieux prendre en compte les joueuses et les joueurs, et aussi faire en sorte qu'on prenne en fait notre place dans le milieu, parce que si on veut que l'industrie elle bouge et qu'elle change, en fait il faut qu'on y participe. Moi, c'est la meilleure façon de faire. C'est pour ça que l'asso travaille sur les questions d'inclusivité dans le streaming, l'e-sport, le jeu vidéo, le développement de jeux vidéo, et la thématique de la toxicité aussi. Là, j'ai mis vos axes de travail, les gens peuvent voir ce que vous faites, c'est assez clair, l'explication. Moi, ce qui m'intéresse là de discuter avec toi, c'est l'insertion professionnelle, parce qu'on n'a pas assez peu parlé là depuis le début de la question des équipes qui fabriquent les jeux vidéo, et c'est en fait un enjeu aussi, mais comme partout, assez énorme pour les questions de représentation. Comment vous travaillez sur cette question-là avec l'association ? En fait, on essaye un maximum t'es obligé tu peux pas le faire tout seul dans ton coin. Donc déjà, on a fait en sorte que l'association elle soit ouverte à tous et à toutes, parce qu'on estime que c'est pas que à nous, tu vois, en tant que personnes concernées, de venir changer le monde. Ça, le monde, il va se changer avec tout le monde, et c'est pas à nous de venir tout faire toute seule dans notre coin. Donc c'est bosser finalement avec les studios et les éditeurs, tu vois. C'est se faire connaître auprès d'eux. Donc il est pas rare que on puisse faire être intermédiaire pour mettre en avant des profils qui cherchent du boulot et compagnie, et les mettre en relation avec Ubisoft et plein d'autres. On a déjà fait des sessions de coaching, de mentorat pour aussi encourager les gens à s'intéresser à l'industrie, à mieux candidater et compagnie, mettre en avant leur profil. On va aussi faire de la sensibilisation auprès des collégiens et des lycéens pour leur parler non seulement de la thématique de la diversité et des représentations dans les jeux, pour qu'ils s'y intéressent, bien sûr, mais aussi pour leur dire, regardez, les métiers du jeu vidéo sont hyper divers, intéressez-vous aussi à ça, et puis peut-être que vous avez un avenir là-dedans, quoi. Et c'est tellement important que tu aies des personnes qui incarnent ça, qui elles-mêmes travaillent dans l'industrie, qui viennent raconter leur métier, leur parcours. C'est archi inspirant, quoi, vraiment. Donc, et on a aussi un événement professionnel qui s'appelle Game Changers qu'on fait chaque année. Et l'idée, c'est d'avoir en fait tout type de profil qui travaillent dans le jeu vidéo, qui viennent non seulement parler de leur parcours, mais aussi de leur travail, de leur métier, de leur expertise. Parce que moi aussi, je bosse dans le milieu du jeu vidéo, et j'ai bien vu que les événements du jeu vidéo qui existent, professionnels, pareil, en fait, je me retrouve très très souvent à être l'une des rares personnes racisées du coin. À un moment donné, j'en avais marre, donc je me suis dit, OK, on va faire notre propre événement. Donc ça passe un petit peu par tout ça. Comment c'est reçu ça par les studios, par les entreprises, quand vous faites ces formations, ces mentorats ? En fait, beaucoup sont contents de le faire. C'est vraiment l'étape de aller plus loin où c'est plus compliqué, et d'autant plus maintenant, tu vois, en 2025, 2026, entre Trump, la France de Macron et compagnie, c'est vraiment de plus en plus compliqué, mais on sait que le jeu vidéo, c'est compliqué en ce moment pour plein de gens, tu vois. Et les assos n'y échappent pas, aussi bien les assos régionales que les petites assos comme la nôtre. Le sujet d'avoir du financement, d'avoir des gens qui te backent vraiment, c'est devenu très, très, très compliqué, quoi. De plus en plus, vraiment, on l'observe. Et tu vois, sur un événement comme Game Changers, où avant, on réussissait quand même à avoir un peu de financement,
de la part de vrais studios qui font des jeux et qui pouvaient nous donner des sous. Sur la dernière édition, on en a eu un, tu vois, un seul qui a réussi qui nous a dit oui pour nous donner des sous. Mais les autres, soit ils étaient fauchés, soit c'était oui, non, c'est pas notre priorité, ou c'est évidemment des actions hyper importantes, mais pas pour cette fois. Et c'est là que tu comprends que, c'était une tendance, en fait, aussi. Ouais, le marché, notamment aux États-Unis, où ils enlèvent tout ce qui est trait à l'inclusivité. Parce qu'en 2020, c'était les premiers avec Black Lives Matter à mettre des carrés noirs et à donner des sous à certaines assos. Mais maintenant, non seulement déjà on est en France, donc la question de la représentation, encore une fois, des origines culturelles et compagnie, elle est bien plus taboue qu'aux États-Unis, par exemple. Donc se positionner là-dessus, c'est un vrai sujet déjà en France, et encore plus avec le contexte politique, quoi. Très bonne idée de Zanassi dans le chat qui dit on fait de l'inclusivité avec de l'IA, là il y aura plein Mais oui, d'argent. putain, l'enfer. On a fait une IA générative et c'est bon. Oh, je hais. Et Moustique qui demande ce que je peux faire pour vous soutenir. Il dit hors argent, je ne suis pas riche. Et pour ne pas vous enlever la parole. C'est mignon. Il faut venir nous retrouver, parler de nous, rejoindre aussi, en fait, l'association. On essaie de faire un peu de contenu sur les réseaux, venir aux événements. On a un truc, pour les gens qui habitent à Paris, on se voit une fois par mois. Tous les mois, on a une game night, une soirée jeu qu'on fait au quartier jeune. C'est à côté pas loin du Louvre, en fait, à Paris. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir amener un snack et tout. Donc, juste venir nous voir, nous rencontrer, parce que l'inclusion, c'est un vrai sujet aussi, dans le sens où t'as des gens qui vont dire c'est trop bien ce que vous faites, évidemment, qui vont parfois te proposer de faire des choses, mais ils n'arrivent pas à aller à l'étape d'après. Et la vraie inclusion, pour moi, c'est... Il y a une chercheuse qui disait ça, que l'inclusion, c'est genre inviter quelqu'un à une soirée, tu vois. Mince, j'ai pas la bonne citation. Mais en gros, la prochaine étape, c'était de l'inviter à danser. Tu vois, c'est pas juste tu l'as fait venir, c'est vraiment tu la présentes aux bonnes personnes pour que ça aille plus loin, quoi. Et je trouve que on a besoin, en fait, de complices. On n'a pas besoin d'alliés, on a besoin de complices pour venir nous aider et de gens qui se sentent concernés, tu vois. Et pour les gens hors Paris, vous avez des antennes dans d'autres villes ou pas encore ? Ouais, en fait, l'asso est ouverte à tout le monde, encore une fois. Et on a des gens qui sont en Belgique, au Canada, en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire notamment. Mais en termes de vraies antennes, c'est plutôt Bruxelles. D'accord. Et aussi Côte d'Ivoire. D'accord. C'est là-bas on a vraiment des ambassadeurs et ambassadrices qui font des trucs, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On arrive difficilement à faire des trucs en dehors de Paris, mais on essaye, promis. S'il y a des gens qui sont intéressés éventuellement dans d'autres villes, en tout cas Genève, c'est pas ça. Bon, on est allé à Genève cette année, plusieurs fois. Voilà, très bien. Il y a du monde à Genève en plus. Ouais, grave. Et bon, salutations Histoire Crépue, évidemment, aussi. Je propose que pour terminer, je me suis dit, si on parlait du jeu de l'année, Game of the Year de Clair Obscur, qui vient de sortir déjà son DLC gratuit avec du contenu, n'est-ce pas Game Freak ? Pardon, petit jeu. Clair Obscur qui en fait concentre pas mal des problématiques qu'on a évoquées depuis le début de l'émission, c'est-à-dire les questions de communauté toxique, les questions de représentation dans le jeu vidéo. Mais c'est aussi pour te dire avec toi, parce que je pense que tu en as beaucoup parlé, toi tu as beaucoup aimé le jeu d'ailleurs, mais en fait tu as soulevé quelques questions qui sont tout à fait légitimes sur la représentation dans le jeu vidéo par rapport à Clair Obscur. Je sais pas si tu avais parlé aussi des questions de l'équipe qui a fabriqué le jeu vidéo, et en fait tu t'es pris une vague de harcèlement notamment sur TikTok pour avoir parlé de ça, et ça me permet de dire mais en fait c'est parce qu'on aime le jeu vidéo qu'on peut se permettre de faire ce genre de critique, et parce qu'on veut que ce soit un média qui soit plus inclusif, sans forcément que ça veut dire qu'on déteste le jeu en fait. Exactement, je trouve que c'est un bon exemple Clair Obscur pour évoquer un petit peu tout ça. En fait, moi, ce qui m'a dérangée avec ce jeu, je suis très contente encore une fois du succès de ce jeu-là, mais à partir du moment, comme tu as pu le remarquer, où tu critiques Clair Obscur Expédition 33, en fait, oui, tu es obligé de te prendre le revers de la médaille derrière, qui est le cyberharcèlement. Et ça nous prouve encore à quel point les gens n'ont pas envie de politiser le jeu vidéo, où les gens vont
limiter en fait leur propre pensée parce que c'est du jeu vidéo, parce que c'est pas censé être politique et compagnie. Alors que des problèmes, il y en a, tu vois, et c'est bien de les pointer justement pour que l'industrie elle fasse mieux. Mais en l'occurrence pour Expédition 33, je pense que j'ai été un peu déçue du fait que le studio qui fait le jeu n'ait pas voulu prendre la parole aussi en réalité par rapport à ça. Je trouvais ça assez dommage parce que c'est un bon jeu qui justement a une portée globale et c'est en ça aussi qu'ils ont une certaine responsabilité à mon avis. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient avoir du succès. Tu fais un truc comme ça à développer pendant je sais pas combien d'années, tu as eu là les sous pour faire ce jeu, tu sais que tu auras du succès. Donc il y a une responsabilité à porter, tu vois, aussi en tant que créateur et créatrice d'un jeu qui, tu le sais, va avoir un vrai rôle en termes de soft power, de retentissement du soft power français en plus à l'étranger, tu vois. Donc, si tu te dis pas, ok, je vais quand même prendre la parole parce que des gens ils sont en train de dire de la merde sur mon jeu, il y a des fachos qui qui sont en train de récupérer le jeu parce que il y a quasiment pas de noirs, d'arabes et compagnie dans le jeu et ils sont très contents de ça, tu vois, ils se réclament que ça c'est la France qu'ils ont envie de voir. Si tu veux pas de ça, tu fais un minimum quand même, tu vois, je pense. Et pour moi, le silence, malheureusement, c'est aussi une forme de réponse par rapport à ça. C'est une forme... ouais, c'est une manière de dire, nous, ça nous intéresse pas. Et le fait de dire, nous, on est juste des artistes, on a juste fait un jeu et tout, s'il vous plaît. Non, mais à un moment donné, en fait, à d'autres, quoi. C'est aussi ça le but de ton travail, c'est que les gens se rendent compte que c'est un enjeu et que ça a des conséquences sur le monde réel en fait. Parce qu'on pourrait dire c'est juste jeu vidéo, c'est pas grave, mais non, parce que là tu parlais de l'importance des représentations pour les joueuses et les joueurs racisés, mais il y a aussi la question simplement de la récupération politique, parce qu'on est dans un moment où la guerre culturelle est très mise en avant par rapport à l'extrême droite. Ouais. Effectivement, Expédition 33 avec son esthétique franchouillarde et sa quasi-absence de personnes racisées, avec une personne asiatique dans l'équipe principale et un mec noir au début qu'on voit vite fait et qui se fait tuer au bout de 30 minutes, forcément, ça a pu avoir certains retentissements à l'extrême droite. Ouais. Oui, c'est la belle époque, c'est un peu l'excuse de base. Et tu vois, moi, ça me gêne pas, en fait, qu'il n'y ait pas de diversité en clair-obscur. Genre, je cherche pas la diversité pour avoir de la diversité. Et ce que je disais récemment, c'est que si Clair-Obscur Expédition 33, c'est une vision proposée parmi tant d'autres d'une France de la belle époque, une France dystopique comme celle qui nous est proposée, ça me va, parce qu'il peut y en avoir d'autres. Et c'est pas forcément le jeu où j'irai chercher cette diversité-là. Donc ça me convient. Mais par contre, on va pas faire les autruches, on va pas faire comme si on savait pas que quelque part, avec aussi toutes les polémiques anti-woke qui existent dans le jeu vidéo, peut-être qu'ils ont aussi juste voulu se protéger en se disant ouais, on va pas prendre de risques, on peut pas le savoir parce qu'on n'est pas dans leur tête, tu vois. Mais moi, je comprendrais qu'ils se disent on veut pas prendre le risque et compagnie. Mais juste, faites pas comme si déjà ils se font passer pour un studio indé de 8 personnes qui ont fait un jeu énorme parce qu'ils étaient passionnés. Pardon, désolé, mais vous êtes une équipe largement composée de personnes blanches qui ont travaillé dans le jeu vidéo, largement composée de mecs, des gens qui ont reçu aussi, à cause de ce statut-là, du financement pour pouvoir faire ce jeu-là. Ils ont externalisé une partie de leur production à d'autres boîtes en Europe de l'Est notamment. Une boîte en Pologne, une boîte en Corée du Sud et une boîte à Paris. C'est pas si indé que ça en fait, et c'est pas un jeu qui, c'est pas une équipe qui promeut réellement les valeurs de méritocratie comme ils disent quoi. Quand on veut un peu parce qu'on est une petite équipe, regardez, on est passionné, c'est comme ça qu'on a réussi. Non, c'est une utopie et moi c'est un peu ça qui me fatigue aussi. Ouais, plus le storytelling autour du jeu et l'absence de réaction ou récupération que l'intérieur du jeu. Mais ils ont utilisé le prétexte de ils ont jamais utilisé le prétexte de la belle époque. Non, mais c'est pas eux qui ont utilisé. Eux, ils en ont pas parlé justement de ces questions-là. C'est plus le public en fait, une partie du public. La seule fois où ils ont pris la parole, il me semble que c'était pour dire nous, on est juste une équipe qui avait envie, des artistes qui avaient envie de raconter une belle histoire. Restez-en là. En gros, c'est un message comme ça qu'ils ont fait passer. Tu dis, qui t'a parlé, dites vraiment un truc au lieu de ouais, juste on a fait un jeu. Non, il y a moyen d'aller un petit peu plus loin. Et encore une fois, jeu incroyable, vraiment très très bon jeu, un peu over-hypé à mon sens, tu vois. Sur la question de la représentation, ils auraient pu aller plus loin, mais ça marche quand même, tu vois. Et le soft power, encore une fois, hein, c'est
le fait de montrer un Paris dystopique, c'est aussi ça qui fait clairement le succès du jeu, hein. Au-delà de la musique, de la direction artistique, etc. Le côté parisien aussi joue beaucoup, je pense. Le discours toxique, ça a été construit. Peut-être une petite formation Afrogamer chez Sandfall, une antenne Montpellier peut-être. Moi, je veux bien, en vérité. Hein. Why not? En fait, c'est ce que je fais aussi. C'est une partie de mon taf, pas avec Afrogamer, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire ça, de faire ce travail-là avec l'association. Mais une partie de mon taf, c'est ça, hein, c'est de faire du conseil sur ça, ou au moins donner un avis. Et un de mes combats aussi, c'est ça, c'est que les studios de jeux vidéo, notamment français, puissent se rendre compte que des personnes concernées par les thématiques qu'ils veulent aborder existent. Genre, et je trouve que c'est dommage que parfois c'est pas automatique en fait. Les gens ils sont tellement dans leur bulle qu'ils se disent ouais moi je suis légitime à faire un jeu sur je sais pas quelle thématique alors que j'y connais rien. Oui tu vas faire tes propres recherches, tu vas arriver à un certain niveau et compagnie, mais ce sera jamais pareil et ce sera jamais aussi authentique que si tu prends une personne concernée qui te fait des retours là-dessus. Et j'aimerais bien que ça devienne, ça te fasse partie des processus de création à un moment. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Il est tout juste 55. C'est incroyable, on est dans les temps. Est-ce que tu as des actus éventuellement, des choses on peut te retrouver c'est Disculture le mois prochain, notamment ta chronique sur RFI. Il y a d'autres actus qui viennent? Pas exactement. Moi, je veux dormir. Je comprends. Je comprends. Aujourd'hui, je suis KO déjà. Non, venez sur Instagram. C'est un peu là-bas que je raconte ma vie et les actus quand il y en a. Sinon, ouais, ma chronique Bienvenue dans le game est toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast et c'est tous les samedis matins que ça passe en direct. Mais je pense pas que vous soyez réveillés le samedi matin à 7h. Moi-même, j'écoute pas, tu vois, à cette heure-là. Donc, j'attends personne. Ça est disponible aussi en replay. Merci beaucoup Jane d'être venue en tout cas. Merci à toi, merci tout le monde. Merci le chat et on se retrouve nous dans 5 petites minutes juste après pour la partie revue de presse. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite après pour lire quelques petits articles de Mediapart. À tout de suite tout le monde et merci encore à toi.